Et j'ai voulu vous recevoir ce matin parce que vous êtes avocate pénaliste, vous défendez depuis 30 ans des bandits, des trafiquants, et vous venez de publier ce livre qui s'appelle L'avocate et le repenti. Aujourd'hui est examinée une proposition de loi, ça s'appelle Sortir la France du piège du narcotrafic. Et dedans, il y a notamment l'idée d'élargir et de muscler l'arsenal qui existe pour pouvoir faire parler les repentis. Ce que vous dites aujourd'hui, maître, c'est « je déconseille à quiconque de parler ». Pourquoi ? Bien parce que le constat que je fais, même sans parler des repentis, c'est que même lorsque les gens décident de parler, la justice en tient globalement pas compte. Pas compte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez accompagné notamment des repentis qui ont été lâchés, qui ont accompagné, qui ont aidé la justice, qui ont dénoncé des faits et qui ensuite ont été abandonnés ? Oui, alors en fait, j'ai défendu un seul repenti parce que c'est un système qui est très peu utilisé en France. C'est un système qui a été créé par une loi en 2004. Il a fallu attendre 10 ans pour avoir un décret d'application qui date donc de 2014. Et celui que j'ai défendu est rentré dans le programme en 2018. Cette brève chronologie vous permet de constater que c'est vraiment quelque chose d'assez expérimental. À l'heure où je parle, on a peu de chiffres, mais ce que l'on sait, c'est qu'il serait 42 dans ce programme, à la fois ce qu'on appelle des témoins protégés et à la fois des repentis. Et dans ces 42, on dénombre aussi ceux qui sont leurs familles, puisque celui que j'ai accompagné avait sa femme dans le programme et également ses 3 enfants mineurs. Quand vous dites dans le programme, c'est qu'effectivement, puisqu'il a dénoncé notamment un bandit corse, il a été protégé. En tout cas, on lui a promis en échange qu'il serait protégé, ainsi que sa famille qui aurait été menacée avant d'être lâché. Voilà. Alors en fait, le système, c'est plutôt un système de précaution. On espère ne pas avoir à être exposé la personne à des menaces. Mais en tous les cas, lorsqu'elle rentre dans ce système, à la différence de ce que beaucoup de gens pensent par rapport au système américain, ils ne sont pas protégés H24. Ils ne vivent pas avec des policiers. En fait, ils sont dans un système de protection qui doit leur permettre de créer une nouvelle légende, c'est-à-dire une nouvelle vie, avec une nouvelle identité, un nouveau parcours, se réintégrer dans une nouvelle région, de les accompagner. Et pour des rendez-vous judiciaires, par exemple, ils sont à ce moment-là escortés pour des raisons de sécurité. On dit que ça va s'inspirer du système italien. En Italie, ça fonctionne. Alors en Italie, ça fonctionne parce que ça fait très longtemps déjà que c'est mis en place. Et puis surtout, il y a pour lutter contre la mafia, notamment. Voilà. Et puis en plus, il y a une autre culture qui n'est pas comparable à la nôtre. Et donc, il faut appréhender le système. En tous les cas, il faut tout refondre, à mon avis, dans ce système. Et de manière plus générale, il faut repenser. Est-ce qu'en France, en tous les cas, ça vaut le coup de parler ? Parce que même sans parler de repentis, dans des affaires lambda de trafic de stupéfiants, vous avez des gens qui souhaiteraient pouvoir parler, mais ils ne parlent pas parce qu'il y a l'omerta, parce qu'il y a les risques de représailles, parce que la personne peut être incarcérée dans la même région que là où elle vit, et donc elle va retrouver les gens avec qui elle vit à l'intérieur de la prison. Et puis il y a les familles qui restent à l'extérieur, qui elles ne sont pas protégées. Donc parler actuellement dans ces dossiers-là, de toutes les manières, c'est difficile. Est-ce que ce nouveau texte, c'est-à-dire est-ce que vous, de votre expérience et de l'analyse que vous en faites, vous vous dites il faut en effet permettre à ces gens de parler. C'est-à-dire, est-ce que vous dites c'est fichu, renonçons et si vous êtes bandit et que vous nous écoutez, ne parlez pas, ou est-ce que vous dites oui, pour pouvoir protéger la France du narcotrafic, il faut en effet élargir et renforcer ce statut du repenti? Bien sûr, tout à fait. Il faut pouvoir parler et il faut que les gens puissent être sûrs que s'ils parlent, il y aura 2 aspects qui sont importants. D'abord, le premier, c'est si on parle, on va en tenir judiciairement parlant. Soit parce que déjà actuellement existe en France, c'est-à-dire une exemption de peine, soit par une diminution de peine, ça c'est d'un point de vue strictement judiciaire, et puis d'un autre point de vue, d'un point de vue de protection, il faut être sûr que les garanties qu'on va leur donner, eh bien, elles sont viables et surtout elles sont, si j'ose dire, éternelles. Celui que j'ai défendu, par exemple, est rentré dans ce programme-là. On a décidé de le sortir du programme. Et quand on a décidé de sortir du programme... Quand vous dites on, c'est qui ? Eh bien, on lui a dit tout d'un coup, écoutez, ça y est, c'est bon. Tout d'un coup, malheureusement, on l'a appris déjà par la voie de la presse. On ne l'a pas appris officiellement, premièrement. Deuxièmement, aucune protection puisqu'il avait un contrat qui était un contrat dont il n'a jamais eu entre les mains. On n'a jamais pu faire aucun recours. Il a été exclu d'un programme sans même avoir été entendu, sans même que je sois reçu pour être entendu. Donc, l'absence totale de contradictoire. C'est d'ailleurs ça qui m'a profondément choquée, c'est que depuis des années en France, il y a le principe du contradictoire. Et là, il a été en fait jugé sans avoir un procès contradictoire, sans avoir un procès considéré soudain que finalement, il n'avait plus besoin. À la fois, on n'avait plus besoin de lui et on a surtout considéré qu'il avait pu commettre, qu'il avait été irrespectueux par rapport à ce contrat. Et donc, on l'a exclu sans aucun recours possible pour lui. Et la seule chose qui lui est restée, c'était ce nom d'emprunt qui lui avait été accordé par l'autorité judiciaire. Et là, à nouveau, un changement d'identité administrative. Exactement. Et on a, pour lui, sa femme et ses enfants, on a voulu lui retirer ce nom et on a mené un combat, justement, qu'on a gagné à la Cour de cassation. Et la Cour de cassation a dit on ne lui retirera pas son nom d'emprunt. Ce qui fait qu'à l'heure où je vous parle, la seule chose qui
qui lui reste pour sa femme et ses enfants, et lui-même évidemment, c'est ce nom d'emprunt. Vous avez peur pour lui? Je préfère ne pas avoir peur, mais je ne sais pas de quoi demain sera fait. Quand vous entendez qu'effectivement, quand on dit muscler l'arsenal existant, on pense notamment au fait d'élargir cette possibilité à ceux qui ont commis des crimes de sang. Est-ce que vous dites oui, il faut aller jusque-là? Je pense qu'il faut aller jusque-là, mais malheureusement, ce que je constate dans les propositions de loi, c'est encore une fois, on change encore les lois, on alourdit les lois, et encore une fois, le même constat qu'on fait tous dans la profession, c'est le manque de moyens. Comment on fait aujourd'hui pour lutter contre le narcotrafic tout en restant dans l'état de droit? Eh bien, déjà, on respecte ce qu'est un avocat de la défense. Premièrement, c'est la première chose. Et quand vous dites ça, ça veut dire que vous estimez que c'est pas le cas? C'est pas le cas, puisqu'on a vu les dernières déclarations qui ont été faites, notamment par le ministre de la Justice, notamment par certains procureurs généraux qui ont mis en cause pas toute la profession, mais certains avocats. Et rien que de faire ça, c'est déjà méconnaître. On va son préciser rôle. à quoi vous faites référence, il me semble. C'est les propos la semaine dernière tenus par Gérald Darmanin, qui a sous-entendu, enfin même de manière assez explicite, que vous, les avocats pénalistes, vous utiliseriez au fond les délais qui sont donnés par la loi pour faire traîner des procédures, pour permettre à vos clients, au fond, d'échapper au système. C'est bien ça, hein? C'est notamment ça, et c'est tout à fait méconnaître le système, parce que les avocats sont des auxiliaires de justice. Il faut bien comprendre que les avocats n'ont pas de pouvoir. Ils ne décident pas. Si un avocat décide d'engager une requête en nullité, si la justice y fait droit, ce sont des magistrats qui prennent la décision. Donc les avocats ne font qu'utiliser le code de procédure pénale et le code pénal. Mais en revanche, pour aller au-delà de ça, il faut, à mon avis, revoir les choses. Par exemple, si vous avez des jeunes qui sont du 93 incarcérés à la maison d'arrêt du 93, ils se retrouvent dans le même système, et donc il y a une difficulté pour parler. Donc c'est vrai qu'il faut aussi voir comment... Il faut permettre aussi les circonstances pour parler, la confiance pour parler. Confiance. Et justement, le rôle que moi j'ai eu dans ce dossier, et c'est vraiment le rôle de l'avocat, le rôle du secret professionnel, ça a été très important, parce que j'étais l'intermédiaire entre la justice et puis ce repenti-là. Maître Clarisse Serre, une nouvelle juridiction spécialisée dans le narcotrafic, est-ce que vous estimez que ça peut être une des pistes de solution? Alors, on a déjà une juridiction spécialisée, on a ce qu'on appelle les GIRS, et on a la Junalco, ce sont déjà des juridictions spécialisées. Là, la proposition de loi, c'est de faire un parquet spécialisé. Pourquoi pas? C'est pas moi ce qui m'inquiète surtout. Sur le même modèle que la lutte contre le terrorisme. Exactement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les dérives, puisque vous savez que dans cette proposition de loi, on propose ce qu'on appelle une procédure coffre, c'est-à-dire des procédures qui seraient placées dans un coffre virtuel, mais où les avocats ne pourraient pas y avoir accès. Ce qui fait que l'état de droit est là carrément plus du tout respecté. Et puis une autre proposition qui me choque, c'est pour ce type de dossier, c'est qu'on viendrait à créer des cours d'assises spécialement composées, uniquement avec des magistrats professionnels. Or, actuellement, ces dossiers de criminalité organisée sont jugés par des cours d'assises normales, c'est-à-dire avec magistrats, un échevinage et des jurés professionnels. Il n'y a pas de difficulté, et donc c'est aussi un retrait de la démocratie. Retirer les jurés de la cour d'assises, c'est aussi quelque chose qui doit inquiéter tout le monde. C'est rendre moins la justice au nom du peuple français. Exactement. Merci Clarisse Serre d'être venue ce matin, et Merci, je recommande vraiment la lecture de votre livre. Passionnant, cette plongée, donc ça s'appelle L'avocate et le repenti. Merci à vous, il est 7h50.